Salut à tous! Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser le nouveau système d'input de Unity. Dans cet épisode, on va créer des contrôles cross-platform pour notre joueur qui supportent à la fois les gamepads et les layouts clavier plus souris. Ici, on va donc examiner comment ce nouveau système, apparu avec Unity 2019.2, est un bon moyen de préparer des inputs efficaces et modulaires pour nos joueurs, avec des assets spéciaux faciles à configurer. Et au passage, n'oubliez pas que si vous voulez directement récupérer les fichiers du tuto, vous pouvez jeter un œil au repo GitHub avec tous mes tutoriels Unity. Ok, et ceci étant dit, il est temps de s'y mettre et de voir comment créer notre système de contrôle cross-platform. Ce nouveau système d'input repose sur quelques objets qu'il est essentiel de bien comprendre si vous voulez maîtriser cet outil. L'asset d'input actions, les action maps et les bindings. Les input actions sont stockés comme un asset dans le projet. Ce sont les objets de haut niveau qu'on doit instancier et référencer pour accéder à notre système d'input. Cet asset contient ensuite une ou plusieurs action maps. Ces maps définissent tous les mappings, toutes les correspondances, entre une touche ou une entrée sur un device et une action, dans un contexte donné. C'est très utile si vous voulez que vos contrôles aient un effet différent en fonction de la situation dans laquelle se trouve votre joueur actuellement. Par exemple, soit dans l'UI des menus, soit dans le monde 3D en train de marcher, soit en train de voler avec un parachute, etc. Enfin, chaque action map contient un ou plusieurs bindings. Un binding est une action liée à un événement que l'on peut écouter et auquel on peut réagir dans un script C#. Il sera activé et émis par le système d'input si le bouton ou le joystick correspondant est utilisé. Ce qui est cool, c'est qu'un binding peut contenir une liste d'inputs et de boutons, pour directement gérer de la désambiguation cross-platform. Au final, même s'il est un peu complexe à appréhender au départ, ce nouveau système est très puissant. Et en particulier, il y a 3 domaines où il se distingue. D'abord, il permet de facilement faire du cross-platform. Par rapport à l'ancien système, il est beaucoup plus rapide de mettre en place la même action pour un clavier, une manette Xbox, un gamepad PlayStation, etc. Et il permet donc aussi de garder tous ces devices cohérents et synchronisés. Ensuite, il y a pas mal de quick wins et d'outils pratiques, comme la composition de bindings, pouvoir définir nos inputs en appuyant directement sur notre device, changer rapidement d'action map selon le contexte, et bien plus. Et enfin, le système peut utiliser des événements. Ça permet d'optimiser la logique pour les inputs discrets, parce qu'on n'a pas besoin de faire du polling en continu et de vérifier s'ils sont actifs dans notre fonction update, comme on devait le faire avec l'ancien système. À la place, on définit des fonctions de callback qui sont gérées de manière autonome si l'input est activé. Donc même s'il faut faire un peu plus de travail en amont et qu'il faut d'abord comprendre les bases de ce système, il s'occupe en fait de pas mal de choses pour nous, et il crée au final une architecture bien plus robuste. En particulier parce qu'il se repose sur un système d'action. J'ai déjà évoqué cette idée plus tôt, le fait que ce nouveau système utilise des bindings qui font la correspondance entre une entrée et une action. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi c'est intéressant de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste dire que si j'appuie sur la barre espace, alors le joueur saute? Ce serait plus lisible, non? Bon, c'est vrai que la forme la plus simple d'input est celle qui mappe directement le hardware, que ce soit un bouton ou un joystick par exemple, à une fonction dans le jeu. Mais le problème avec cette méthode, c'est qu'elle dépend complètement du device que l'on considère, et qu'elle est difficile à reconfigurer par la suite. Si on veut gérer un autre type de contrôleur, on devra ajouter un autre if dans notre code, et si le joueur veut remapper les entrées pour les adapter à son style de jeu, c'est tout simplement impossible. C'est pour ça que généralement, on ne fait pas de binding direct comme ça, mais on ajoute un autre composant intermédiaire, l'action. L'idée, c'est que plutôt que de faire référence à un bouton ou un joystick spécifique, on dit que notre fonction sera déclenchée par un événement associé à notre action. Cette action est purement abstraite. Le truc important, c'est qu'elle peut être causée par un ou plusieurs inputs, et que ces inputs peuvent changer au cours du jeu, sans que ces changements impactent la partie action, événement, fonction de notre chaîne. Avoir une logique basée sur des actions comme ça est donc beaucoup plus flexible que des bindings directs,
et c'est pour ça qu'elles sont au cœur du nouveau système d'input de Unity. Mais ok, assez parlé. Voyons maintenant comment installer le package et préparer quelques inputs pour notre joueur. Tout d'abord, souvenez-vous que pour utiliser le nouveau système d'input, vous devez utiliser la version 2019.2 ou plus récente de Unity, donc vérifiez bien que votre éditeur a la bonne version. Ensuite, vous devrez importer ce package dans le projet parce que c'est un module à ajouter qui n'est pas préinstallé. Donc ouvrez le Package Manager et cherchez le package Input System dans le Unity Registry. Une fois qu'il est installé, Unity devrait vous prévenir qu'il faut recharger votre projet pour passer au nouveau système. En gros, pour faciliter la transition et éviter d'avoir trop de breaking changes, l'équipe de Unity a décidé de laisser les devs libres de faire coexister les deux systèmes ou bien d'en choisir juste un des deux. Donc vous pouvez cliquer sur Yes ici, ou bien vous pouvez cliquer sur No et aller changer l'option dans votre panneau de Project Settings dans la section Player. Pour utiliser le nouveau système, on peut choisir soit l'option Input System Package New, soit Both. Si on choisit Both, alors l'ancien système continuera à fonctionner lui aussi. Ça peut être super utile si on a d'autres packages et modules qui dépendent de ce vieux système, comme ici dans mon cas, Cinemachine par exemple, qui me permet de facilement suivre l'avatar du joueur. Donc pour mon projet, je vais choisir Both dans le drop-down, et ensuite recharger mon projet. Ok, maintenant, la première étape avant de se mettre au code, c'est de créer notre fameux asset d'Input Actions. Pour ça, on a deux possibilités. On peut soit créer un nouvel asset à partir de 0, soit partir d'un asset par défaut avec des maps et des bindings préconfigurés. Si vous voulez tenter la première option, vous pouvez faire un clic droit dans votre projet et créer un nouvel asset de type Input Actions dans le menu contextuel. Mais ici, je vais plutôt utiliser et adapter l'asset par défaut parce qu'on va se servir de layout assez classique, donc ces bindings par défaut seront déjà assez adaptés à notre cas. Du coup, créons d'abord un GameObject vide, qu'on va appeler Input Manager, et dessus, ajoutons un nouveau composant Player Input. Ce composant va gérer le processing de nos entrées et déclencher des callbacks pour notre jeu. Notez que c'est pour du solo, et que si vous voulez gérer plusieurs contrôleurs en même temps, pour du multijoueur, vous devrez plutôt vous pencher sur le composant Player Input Manager. C'est une feature vraiment sympa que vous pouvez checker un peu plus en détail dans les scènes d'exemple des samples du package Input System si vous êtes intéressé, qui permet de facilement préparer un lobby, un split screen et bien plus. Maintenant, dans notre composant Player Input, on va cliquer sur le bouton Create Actions. Ça va faire apparaître un pop-up qui nous permet de choisir où on veut enregistrer notre asset, et puis ça va créer un nouvel asset Input Actions avec quelques bindings déjà définis. Pour l'inspecter et l'éditer, on peut simplement double-cliquer dessus dans notre projet, et ça nous montre ce nouveau panneau, qu'on peut docker où on veut dans notre layout d'éditeur. On voit qu'ici, vu qu'on est parti de l'asset par défaut, on a déjà deux maps dans nos Input Actions. Player et UI dans la colonne de gauche. Bon, dans ce tuto, on va ignorer la map du UI et se concentrer sur la map Player. À l'intérieur de cette map, on voit qu'on a trois bindings, Move, Look et Fire. Et à l'intérieur de chaque binding, on a des inputs associés pour différents types de devices, des claviers, des gamepads et plus. L'action Move nous montre aussi un exemple de binding composé. Pour cette entrée, les touches W, ASD et les flèches directionnelles du clavier sont traitées comme un joystick à 4 directions. Donc avec juste un binding, on a en fait 4 valeurs possibles. Évidemment, dans ce tuto, on n'aura pas besoin de l'action Fire, donc on va la remplacer par notre action de saut Jump. Mais les deux autres actions, en revanche, peuvent être utilisées telles quelles. Pour mieux comprendre tout ça, jetons cependant un petit coup d'œil au type de nos différents bindings. On voit que Move et Look sont tous les deux de type Value, alors que Fire est une action de type Button. Le package Input System nous propose en fait 3 types d'actions. Les actions Value, pour les inputs qui doivent être vérifiés en continu et qui nécessitent de la désambiguation, typiquement les joysticks ou les flèches directionnelles. Les actions Button, pour les inputs discrets qui sont pressés, relâchés ou maintenus.
et les actions pass-through, qui sont similaires aux actions value, sauf qu'elles passent outre le processus de désambiguation, ce qui permet de consommer les entrées de tous les contrôleurs en même temps, si nécessaire. Donc dans notre cas, les types par défaut sont en fait bons, et on peut les laisser tels quels. On doit simplement s'occuper de notre action jump. Pour ça, je vais double-cliquer sur Fire et la renommer en jump, et puis je vais changer un peu les inputs des différents devices pour mettre quelque chose de plus intuitif, comme le bouton South sur un gamepad et la barre espace pour un clavier. Enfin, il est important de penser à sauver l'asset en appuyant sur le bouton en haut de l'éditeur. Notez que si vous préférez, vous pouvez aussi activer le mode autosave sur la droite. Ok, on est maintenant presque prêt à utiliser nos inputs. La dernière chose à faire avant de se plonger dans les scripts, c'est utiliser cet asset pour créer une classe C# wrapper autour de notre asset. Ça va nous permettre de plus facilement accéder à nos inputs dans le code, et typiquement, on n'aura pas à se souvenir que tel input est dans la map player et qu'il s'appelle move. À la place, on aura une classe C# qui donnera directement des aides d'autocomplétion à notre IDE, et qui vérifiera que les chemins de binding qu'on écrit sont tous valides. Heureusement, c'est très simple à faire. Il nous suffit de sélectionner notre asset d'input actions et dans l'inspecteur, activer la checkbox Generate C# Class. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer le path et le nom de l'asset ou le namespace de la classe autogénérée. Ou alors, vous pouvez simplement laisser les valeurs par défaut. Enfin, appuyez sur le bouton Apply en bas et une nouvelle classe C# sera automatiquement ajoutée à votre projet. Si vous gardez les valeurs par défaut, le nom de la classe sera basé sur le nom de votre asset Input Actions. Donc dans mon cas, c'est Default Player Actions. Ok, on a maintenant tout ce qu'il faut pour utiliser ces actions dans notre code, donc voyons comment créer un peu de logique pour faire bouger notre avatar. Dans ce tutoriel, on va rester simple et utiliser une primitive de petites sphères rouges pour représenter notre héros. On va déplacer cet objet dans une scène basique avec un sol, 4 murs et quelques cubes sur lesquels tester les collisions. Tous les objets dans cette scène, le sol, les murs et les cubes, ont des colliders pour pouvoir faire des collisions avec notre avatar. Le but ici, ça va être d'utiliser le stick de gauche ou bien les touches WASD ou les flèches directionnelles pour déplacer la sphère en utilisant un rigid body et de la physique. Et puis on utilisera le bouton South du gamepad ou la barre espace pour sauter. Tout ça va être géré par notre classe Hero Controller. Donc commençons par créer un nouveau script C# et ajoutons-le à notre objet Hero. Ensuite, on va l'ouvrir dans notre IDE et enlever les fonctions autogénérées Start et Update, parce qu'à la place, la première étape c'est d'instancier et de référencer nos Input Actions. L'idée va être de créer une instance de la classe Default Player Actions qu'on vient de générer pour avoir un gestionnaire d'input. On peut l'instancier dans notre fonction Awake avec le constructeur de notre classe C#. Maintenant, on peut accéder au binding à l'intérieur de cette instance d'Input Actions et les activer ou les désactiver dans nos méthodes onEnable et onDisable. Elles sont disponibles ici puisque notre script hérite de MonoBehavior. Vous voyez que grâce à notre classe autogénérée, on peut très facilement accéder aux différents bindings de notre asset avec des choses comme .player.move, ce qui est vraiment pratique. Donc avec ce morceau de code, j'active et je désactive mes différentes actions quand mon objet est activé et désactivé. Mais évidemment, on veut que ces actions fassent vraiment quelque chose quand on appuie sur les entrées correspondantes. Donc on doit les lier à des logiques de callback. Pour les actions move et look, comme elles sont continues, on va utiliser du polling dans notre boucle d'update. Je vais utiliser fixed update au lieu d'update pour être sûr que la physique est bien calculée, mais c'est la même idée. Donc on va avoir besoin de mettre ces actions en cache dans notre classe Hero Controller, puis d'utiliser leur méthode readValue dans l'update pour récupérer leur valeur actuelle. Notez qu'on a besoin d'importer le package unityengine.inputSystem pour pouvoir définir des variables de type inputAction. Pour l'action jump, on va définir directement une fonction de callback, onJump, qui sera appelée quand on appuie sur le bouton correspondant. Cette fonction doit forcément avoir le prototype suivant, avec un paramètre inputAction.callbackContext, même si on ne s'en sert pas.
Comme ça, après, on peut l'ajouter à la liste d'event listeners stockée dans le champ performed de notre action jump. En gros, ça signifie que dès que l'action sera déclenchée, tous ces listeners seront appelés, et donc onJump sera appelé. On peut vérifier que tous nos inputs sont bien connectés comme on veut en ajoutant quelques debugs dans notre script. Si on lance le jeu maintenant, on voit qu'on a des messages qui apparaissent dans la console pour nos différentes actions. Ok, on peut maintenant s'attaquer à notre logique de mouvement basée sur de la physique. On va donc commencer par ajouter un composant rigid body à notre avatar, et ensuite on va aussi ajouter un collider sur l'objet Hero pour qu'il interagisse avec le sol, les murs et les cubes. Dans le rigid body, je vais bloquer mes rotations en X et en Z pour éviter que la balle roule sur elle-même, et qu'elle perde sa direction vers le haut, parce que je vais bientôt avoir besoin de vérifier la distance entre les pieds de mon joueur et le sol. Maintenant, dans notre fonction awake, on peut récupérer une référence à ce composant rigid body, puis changer sa vélocité dans la méthode fixedUpdate. Pour faire ça, je vais définir une variable speed dans ma classe avec une valeur arbitraire pour la vitesse de déplacement de mon joueur, et ensuite je vais l'utiliser pour mettre à jour les composantes x et y de ma vélocité dans mon rigid body. Si on relance le jeu, on voit qu'on peut maintenant se déplacer dans la scène avec le joystick de gauche sur un gamepad, ou bien avec les touches WASD ou les flèches directionnelles sur un clavier. Pour notre action de saut, on va faire en sorte que quand on appuie sur notre binding jump, et quand on déclenche notre callback onJump, on ajoute une force verticale à notre rigid body. Encore une fois, pour faire simple, ici, on peut déclarer une variable privée arbitraire dans notre classe pour la magnitude du saut, puis simplement remplacer la logique dans notre fonction de callback onJump en ajoutant une force au rigid body selon l'axe Y, en mode impulse. Bon, après, même si c'est un prototype basique, je ne veux pas que le joueur puisse faire des doubles sauts, ou pire, des sauts infinis. Donc j'aimerais que cette logique ne soit exécutée que si l'avatar est actuellement au sol. Pour vérifier ça, on va ajouter un objet vide au pied de l'avatar, groundCheck, et puis on va créer une référence dans notre Hero Controller et l'assigner dans l'inspecteur. Maintenant, dans le fixedUpdate, on peut utiliser la position de cet objet comme origine pour faire un recast vers le bas. Si ce recast touche le sol, alors ça veut dire que notre héros est actuellement sur le sol, et qu'il peut sauter dans le callback onJump. Sinon, il est en l'air et on veut que notre logique ignore juste l'input. Pour être sûr que le recast ne vérifie que les collisions avec le sol, ça peut être une bonne idée d'utiliser le système de layer de Unity pour exclure les autres objets et limiter notre recherche. Donc créons un nouveau layer dans le projet, Ground, et assignons-le à notre objet Ground. C'est sans doute aussi pas mal de donner ce layer à nos cubes pour que le joueur puisse s'en servir comme plateforme et sauter depuis ces objets. Ensuite, dans notre script, on va déclarer une variable de type layerMask pour ce layer ground, la définir dans le wake avec la fonction built-in layerMask.getMask, et finalement, l'ajouter dans notre recast comme dernier paramètre. Ça va optimiser le processus et assurer qu'on ne considère que les hits sur les objets qui ont ce layer ground. Et si on relance une nouvelle fois le jeu, on voit que notre avatar peut désormais sauter et glisser dans la scène. On peut se déplacer comme on veut, sauter si on est actuellement au sol, et le moteur de physique va ensuite nous ramener vers le bas en continu en appliquant de la gravité, comme ça on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Bon, j'admets qu'ici on ne s'est pas réellement servi de notre action look. On a vu comment la définir, la configurer, mais on n'a rien fait de notre lookdir pour orienter la caméra autour de notre joueur. Le truc, c'est qu'il s'agit surtout de calculer des angles et de faire quelques mathématiques sur des valeurs, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici parce que ça me paraît moins intéressant. Mais si vous êtes curieux et que vous voulez voir comment implémenter cette logique, vous pouvez regarder soit le repo GitHub, qui contient un script avec cette rotation de caméra en plus, soit lire l'article en version texte qui détaille aussi cette partie. Bref, voilà, vous avez maintenant un exemple simple de comment installer le package Input System, configurer des Input Actions, et les utiliser dans un script C# pour créer une logique de mouvement cross-platform basique qui supporte les gamepads et les setups clavier plus souris. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs sur le nouveau système d'input de Unity. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez un petit commentaire.
Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.